J'espère là encore dans notre cheminement que vous percevez avec un peu plus de clarté ce que j'ai pu vouloir dire par modélisation de l'autorité avant d'entrer dans le dernier temps de l'exposé, mais de notre échange et par la suite de nos débats. Exercer son autorité en éducation physique et sportive. Premièrement, et sans trop vous ennuyer parce que ce n'est pas le lieu, mais pour vous présenter un petit peu la façon dont on peut travailler pour appréhender et étudier l'autorité en éducation physique et d'une manière générale dans les recherches, je vous présente quelques éléments de méthode. Premièrement, l'autorité, elle est parfois appréhendée par le filtre d'entretien. Et ces entretiens, ils sont conduits sur des populations et des échantillons relativement larges afin de déterminer des tendances et de comprendre par exemple à quoi sont sensibles par exemple les élèves ou les enseignants lorsqu'ils se présentent en classe et ce qui peut fonder de leur point de vue l'autorité qu'ils entendent incarner. Bien évidemment, c'est une méthodologie, alors plus quantitative que qualitative, qui moi à titre personnel m'apparaît insuffisante parce qu'elle ne dit pas grand-chose de ce qui se vit dans ce lien intersubjectif que l'enseignant entretient avec l'élève. C'est la raison pour laquelle il existe d'autres méthodes, l'une d'entre elles étant l'entretien. Et vous avez plusieurs catégories d'entretien qui existent. Des entretiens par exemple semi-directifs, constitués à partir d'un guide d'entretien préalable, des entretiens d'explicitation, qui ont par exemple pour objectif de travailler sur des situations réelles et spécifiées et d'amener les enseignants à revivre de l'intérieur un certain nombre de situations de classe pour expliciter des comportements, des entretiens cliniques de recherche, et j'en passe, qui peuvent vous donner accès à une parole déclarative que vous allez pouvoir apprécier en tant que chercheur par exemple, lorsque vous êtes amené à vous poser la question de savoir ce que l'autorité est, sur quoi est-ce qu'elle repose et comment est-ce qu'elle s'incarne. Mais là encore, ça me semble insuffisant pour appréhender véritablement les pratiques de classe. Ce qui est intéressant, c'est d'aller observer. D'aller observer comment un enseignant vit le cours qu'il est en train de donner et comment se déploie l'autorité qu'il incarne vis-à-vis des élèves. La problématique, et elle n'est pas neutre, c'est que l'autorité est de l'ordre de l'impalpable. Et c'est très important. Lorsque je dis l'autorité est de l'ordre de l'impalpable, je veux signifier par là que l'autorité repose parfois sur un ensemble de gestes ou d'actions qui ne sont pas nécessairement visibles par un observateur extérieur. Ce qui fait autorité chez vous, c'est parfois la possibilité de placer un plot en éducation physique et sportive à un endroit plutôt qu'à un autre. Parce que l'emplacement de ce plot peut sembler anecdotique, mais permet en réalité de conceptualiser un dispositif géographique qui fluidifie la circulation et favorise l'engagement des élèves. Ce qui fait autorité, c'est parfois la possibilité d'un regard, d'un geste, d'une posture. Parfois, certaines non-actions, certains silences, lorsque les élèves, par exemple, ont des actions de débordement ou de déviance, sont en réalité fondateurs d'une relation particulière que vous entendez exercer en classe pour permettre au collectif de travailler. C'est un petit peu l'idée, enfin c'est même clairement l'idée, que défend Olivier Worst dans ses travaux, en mettant en avant, et c'est un principe essentiel, que l'enseignant est toujours tiraillé, notamment en milieu difficile, lorsqu'il est sursollicité par les élèves et qu'il ne peut pas répondre à toutes les sollicitations d'élèves. Et qu'il lui faut donc parfois être capable d'écarter certaines sollicitations qui s'apparentent à ce qu'Olivier Worst appelle des transgressions ludiques, des déviances mineures, pour privilégier la dynamique collective de travail à l'intérieur de la classe. D'accord ? Tout ça pour vous dire que la combinaison de ces différentes méthodes permet d'appréhender d'un peu plus près l'autorité, notamment dans la relation entre entretien et observation en classe. Pourquoi ? Parce que les observations en classe permettent de documenter les rapports sociaux et les rapports d'autorité d'un point de vue objectif, alors que les entretiens, par exemple les entretiens d'autoconfrontation qui sont conduits post-leçon, permettent
de documenter d'un point de vue subjectif le vécu enseignant. Et c'est dans cette rencontre-là qu'il est possible de construire certains éclairages. Je vous en ai parlé tout à l'heure. En éducation physique, la question de l'autorité se pose peut-être de façon plus spécifique parce que l'éducation physique est une discipline singulière. Alain Hébrard disait entièrement à part, d'une certaine manière, et à part entière. À part entière car c'est une discipline de l'école, cela ne fait aucun doute. Et entièrement à part parce qu'il existe des registres de spécificité qui s'imposent en éducation physique. Je vous propose un court extrait qui vise à illustrer une chose, qui vise à illustrer que dans un cours d'éducation physique et sportive, les occasions de divertissement sont multiples. Que les élèves ne sont pas assis derrière une table, n'ont pas du matériel scolaire classique à disposition, que les élèves agissent et interagissent dans un environnement particulier, porteur de signification culturelle qui préexiste d'une certaine manière à l'activité des élèves en classe. Et à ce titre-là, le cours d'éducation physique est une occasion de divertissement. J'ai eu un échange avec un formateur qui me disait oh, il n'y a pas de spécificité véritable à penser l'autorité en éducation physique parce que quelque part, si on pense l'autorité par le filtre du matériel, on peut tout à fait considérer que les enfants, lorsqu'ils sont en classe, jouent aussi avec les gommes et les crayons. Et je me suis dit ah non, t'as pas bien compris d'une certaine façon que les artefacts que nous utilisons, les artefacts matériels que nous utilisons en éducation physique et sportive ne s'apparentent pas à des gommes et des crayons. Et que les occasions de divertissement ne sont pas exactement les mêmes que celles que l'on retrouve dans l'univers de la classe. Et que la géographie du cours d'éducation physique et sportive particularise obligatoirement les liens d'autorité qui se construisent en classe. Et je vous propose donc d'appréhender ce dernier temps sur cette base-là, en cherchant à comprendre en quoi est-ce que l'éducation physique et sportive se singularise des autres disciplines et les raisons pour lesquelles elle amène les enseignants à construire une relation d'autorité qui peut être tiraillée entre les ressources que les enseignants possèdent, mais aussi les contraintes avec lesquelles ils doivent faire face et avec lesquelles ils doivent composer. Premièrement, une discipline singulière pour quelle raison? Marc Durand dit à la fin des années 90 « L'éducation physique et sportive propose des lieux de pratique originaux et singuliers, et ces lieux de pratique doivent être domestiqués par les enseignants. Ces lieux de pratique doivent être domestiqués par les enseignants, ça veut dire que l'espace de travail professionnel d'un enseignant d'éducation physique et sportive est toujours à construire. Ce n'est pas une donnée. C'est ce que dit David Adé dans des travaux plus récents, où il fait le constat que l'enseignant d'éducation physique et sportive est le seul à reconstruire en permanence son espace professionnel de travail. Il est le seul à ne pas arriver en classe avec une classe qui est déjà constituée pour le travail, mais à installer des dispositifs matériels divers pour permettre le travail, pour permettre les apprentissages. Qui plus est, dans des contextes de pratique qui sont singulièrement différents. Lorsque vous faites course d'orientation avec vos élèves dans la forêt, vous n'êtes pas en natation avec vos élèves à la piscine. Lorsque vous êtes en escalade, vous n'êtes pas exactement au même endroit que lorsque vous êtes en salle de danse. Donc il y a des lieux particuliers qui ont une résonance culturelle particulière, qui déclenchent chez les élèves un ensemble de significations et de représentations elles-mêmes particulières, et qui là encore peuvent complexifier la possibilité que vous avez de construire des repères. Pourquoi je vous parle de repères?
Je vous ai parlé tout à l'heure d'une autorité dite transversale et spécifique. Les entretiens que je conduis et les observations que j'effectue me laissent penser que les enseignants qui exercent avec plus ou moins d'aisance une autorité quelconque en un lieu quelconque n'ont pas toujours la même aisance à exercer leur autorité avec les élèves en un autre lieu. Des enseignants qui, par exemple, sont à l'aise sur un stade ne sont pas toujours aussi à l'aise au bord d'une piscine pour travailler avec les élèves et pour les aider à progresser dans une relation pédagogique et éducative qui est structurée par le milieu. Ça touche bien évidemment aux compétences disciplinaires et aux spécialités des enseignants, mais ça touche aussi à la particularité des lieux qui ont pour principale conséquence de générer des rapports entre enseignants et élèves qui sont déterminés par la géographie du lieu, la géographie du cours. Deuxième élément, les règles de travail sont bouleversées. Je vous donne un exemple concret, le bruit peut être un indicateur de travail. Il l'est rarement dans d'autres disciplines. Les règles de travail sont singulièrement bouleversées et un petit peu dans le prolongement de l'idée que je construisais tout à l'heure, en vous disant l'enseignant d'éducation physique et sportive, il doit construire par lui-même son espace de travail professionnel. L'UCRIA met en avant un certain nombre de dilemmes professionnels existant notamment chez les enseignants débutants. L'un des dilemmes les plus forts et les plus documentés dans son travail est le suivant: la difficulté à installer du matériel au début d'une leçon pour que les élèves puissent travailler et que je conçoive des dispositifs tout en gérant le collectif de classe. Et ce dilemme-là, il est fort parce qu'il repose justement sur des règles de travail qui sont particulières et qui se singularisent au sein de la discipline. Bien évidemment, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais les objets sont tout à la fois des ressources, mais aussi des freins. Les objets sont à la fois freins et ressources, car les élèves ont tantôt tendance à les utiliser conformément aux recommandations et aux intentions qui sont les vôtres, tantôt tendance à les détourner de leurs usages initiaux. Et les détournements d'usage fragilisent de fait la possibilité de construire des règles de travail collectives efficaces. L'une des difficultés, et j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu plus longuement, à propos des objets, c'est qu'ils sont porteurs de significations, mais les significations que les élèves leur accordent ne sont pas nécessairement les mêmes que les vôtres. Et les détournements d'usage à ce titre-là mettent en tension, d'une certaine façon, les règles de travail que vous pouvez construire. Le cours d'éducation physique et sportive se déploie dans des espaces-temps originaux. Isabelle Join et Olivier Worss ont réalisé par exemple un travail d'enquête sur les victimations scolaires et montrent que les vestiaires sont un lieu à l'intérieur duquel il y a de nombreuses victimations. Des faits de violence, des conflits qui éclatent. Et c'est une zone de non-droit d'une certaine manière parce que c'est une zone qu'investit très peu l'enseignant. Pour des raisons éthiques évidentes, pour respecter l'intimité des élèves qui peuvent se changer, n'empêche que, souvent, les vestiaires sont un lieu de crispation et de tension. Donc il y a des spatialités particulières que nous empruntons en éducation physique et sportive, là encore, qui peuvent venir créer un certain nombre d'obstacles ou de perturbations dans la perspective de maintenir une relation d'autorité compatible avec le travail et les apprentissages. Bien évidemment, la relation au corps, elle est centrale, elle est essentielle, car vous le savez, le corps est un médiateur. En éducation physique et sportive, le corps est à la fois objet et moyen. L'enseignant exerce par corps au même titre que les élèves apprennent par corps. Les enseignants d'ailleurs ne sont pas toujours à l'aise avec leur corps dans les APSA, selon les APSA. Il est parfois difficile, par exemple,
de jouer avec un élève en badminton quand on n'est pas très à l'aise, de faire une démonstration en gymnastique quand on n'est pas très à l'aise. Donc il y a des singularités corporelles d'une certaine façon qui jouent aussi sur votre légitimité, notre légitimité et sur le regard bien évidemment que nous portons à la discipline.